Dans le nord du Burkina Faso, une zone jadis classée dangereuse voit surgir, presque du jour au lendemain, des alignements serrés de piliers et de toits rouges. Sans conférence de presse, sans caméra occidentale, des convois de camions déchargent des tonnes de matériaux pendant que des ingénieurs en treillis tracent en silence le squelette d'une ville. Au centre de cette transformation se trouve Ibrahim Traoré, dont le pari de rebâtir une cité sans recourir à l'aide étrangère déroute chancellerie et médias. Ce chantier discret, né loin des capitales, commence pourtant à redéfinir ce que reconstruire une nation africaine veut réellement dire. Dans cette histoire qui se déroule loin des projecteurs internationaux, la promesse n'est pas un slogan, mais un enjeu vital: comprendre comment une nation meurtrie tente de se relever sans attendre l'aval des puissances extérieures. La valeur essentielle qui guide ce récit peut se résumer en 10 mots: montrer comment un pays redéfinit la reconstruction à partir de lui-même. Ce qui se joue ici dépasse de loin la simple création d'un nouveau quartier. Derrière chaque mur, chaque route et chaque forage se dessine une bataille silencieuse contre l'effondrement interne, cette force diffuse qui fragilise les États du Sahel plus sûrement qu'un ennemi armé. Les déplacements massifs de population ont laissé des familles entières sans repère, tandis que les villes débordées étouffaient sous la pression. Si ce projet retient l'attention, c'est parce qu'il transforme une crise prolongée en un terrain d'action concrète, où les anciens déplacés deviennent les bâtisseurs de leur avenir. Et si cette expérience, née dans la poussière, devenait la preuve que la souveraineté peut aussi se construire en briques? Dans les prochaines sections, le récit dévoilera pourquoi cette initiative n'est ni improvisée, ni isolée, ni anodine. La première révélation frappe par son ampleur. En l'espace de 6 mois, des unités d'ingénierie ont dégagé des terres autrefois abandonnées et lancé la construction de plus de 12 000 habitations destinées aux déplacés internes. La seconde est encore plus inattendue. Aucune agence internationale, aucun bailleur traditionnel et aucune institution occidentale n'a été associée à ce déploiement logistique d'une rapidité exceptionnelle. Ces deux éléments, mis côte à côte, obligent à relire l'ensemble du contexte qui entoure l'initiative. Avant qu'Ibrahim Traoré ne prenne les commandes de l'État, le Burkina Faso faisait face à l'une des pires crises de déplacement interne au monde, avec plus de 2 millions de personnes déracinées par la violence, la sécheresse et l'effondrement des services locaux. Les villes comme Ouagadougou, Kaya et Dori suffoquaient sous la pression démographique, tandis que des campements improvisés se multipliaient aux abords des routes. C'est dans ce paysage saturé que les premières images de la ville de la Renaissance ont émergé sur les réseaux sociaux locaux. Des colonnes de béton alignées avec précision, des routes tracées à travers la poussière rouge, des groupes de travailleurs en treillis avançant méthodiquement. Aucun communiqué officiel n'avait précédé ces scènes, aucun média étranger n'en avait anticipé l'existence. Le projet n'est ni un simple plan de relogement, ni un corridor humanitaire amélioré. Il constitue une réponse politique à une crise démographique devenue structurelle, où la perte de logement signifiait aussi la perte de mémoire, de statut et de cohésion communautaire. Les familles qui avaient fui sous la menace ne trouvaient plus d'ancrage nulle part. Dans ce cadre, la décision de construire une ville entière sur des terres précédemment occupées par des groupes armés marque une rupture méthodique. Elle s'appuie sur la conviction que regagner un territoire ne se limite pas à en chasser la violence. Cela implique de le réinvestir durablement pour ceux qui ont tout perdu. Ainsi, le contexte révélé ici n'est pas celui d'une improvisation héroïque, mais d'un calcul stratégique né d'une urgence humaine prolongée. Au centre de cette entreprise, qui semblait irréalisable quelques mois plus tôt, un personnage devient le fil conducteur, l'ingénieur-chef militaire chargé de coordonner les premières opérations sur le terrain. Ce n'est pas une figure publique, ni un visage familier des conférences internationales. C'est un cadre technique, formé au pays, qui a vu les camps de déplacés se transformer en étendues sans horizon. Son rôle initial consistait simplement à évaluer les sols. Il s'est rapidement mué en architecte d'un renouveau collectif. Autour de lui, une première équipe s'est formée, mêlant jeunes techniciens, sous-officiers et ouvriers issus des zones sinistrées. Ce noyau opérationnel a révélé très tôt l'ampleur de la tâche.
rétablir des points d'eau, sécuriser des pistes, trouver des matériaux accessibles et organiser des chaînes de travail continues. Les impacts initiaux se sont manifestés presque aussitôt. Par exemple, une femme ayant vécu 3 ans sous une bâche de fortune a intégré l'unité de préparation du terrain. Sa tâche consistait à repérer les zones d'érosion. En 2 semaines, elle maîtrisait les instruments de mesure et guidait déjà les nouveaux arrivants. Autre exemple, un jeune berger déplacé qui n'avait jamais approché de machines lourdes a été formé au maniement d'un compacteur. En quelques jours, il contribuait à stabiliser les fondations des premiers blocs d'habitation. Ces trajectoires individuelles, modestes en apparence, ont montré la direction générale voulue par Ibrahim Traoré, transformer des victimes en acteurs, non par discours, mais par intégration directe dans la chaîne de production. Chaque geste effectué sur le chantier ancre un peu plus la possibilité d'une reconstruction durable. Ainsi se dessine la logique initiale du projet, relancer la dignité en la reconnectant au travail concret. Ainsi, reconstruire commence par redéfinir la place de chacun. Le déclencheur survient lors d'une réunion gouvernementale tenue au tout début de la saison des pluies, autour d'une carte dépliée montrant des zones autrefois tenues par des groupes armés. Une question simple mais décisive est formulée. Si l'État a réussi à reprendre ces territoires, pourquoi ne pas les restituer immédiatement à ceux qui en ont été chassés? La proposition encore informelle circule d'abord comme une hypothèse technique. Elle se transforme pourtant, en l'espace de quelques jours, en mandat opérationnel transmis aux unités d'ingénierie militaire. Les premières équipes se mettent en route avant même que les directives administratives soient finalisées. Elles avancent en colonne réduite, identifient les poches de terrain encore instables et établissent les périmètres de sécurité. L'objectif est clair, préparer une surface suffisamment large pour accueillir une cité entière. Aucun discours d'annonce ne précède l'opération. Tout se fait dans un silence rigoureux. Lorsque les premiers camions arrivent, chargés de matériaux extraits de carrières locales, le rythme change. Les journées se segmentent en cycles courts, alternant compactage de sol, installation des canalisations et montage des premiers piliers. Les équipes, mêlant militaires et civils, enchaînent les rotations. Les gestes s'accélèrent, les fondations se multiplient. Le sommet de cette cadence, à ce moment précis où l'intensité atteint son apogée, survient au moment où les images aériennes, captées par des drones civils, commencent à circuler sur les réseaux burkinabés. On y voit des lignes de structure émerger de la poussière rouge, disposées avec une précision quasi géométrique. La surprise est immédiate. Des milliers de partages relaient les vidéos, sans commentaires officiels pour les accompagner. L'inattendu devient alors un moteur de mobilisation. Les habitants de plusieurs régions se portent volontaires pour acheminer du matériel, préparer des repas ou contribuer au transport de l'eau. Des enseignants, des anciens mineurs, des artisans rejoignent le chantier. La dynamique se transforme en mouvement national soutenu par un sentiment de souveraineté retrouvée. À ce stade, le rôle d'Ibrahim Traoré consiste moins à diriger chaque étape qu'à maintenir la cohérence stratégique, préserver l'autonomie du projet, éviter les lenteurs bureaucratiques, canaliser les ressources internes. Puis vient une répercussion prolongée, celle qui ne se manifeste pas par un événement spectaculaire, mais par une cascade d'effets secondaires. Les campements de fortune situés près des grandes villes commencent à se vider lentement, non parce que la situation y aurait soudainement changé, mais parce qu'un horizon concret est apparu ailleurs. Les familles, parfois dispersées, entament des démarches pour rejoindre les zones en cours de reconstruction. Les collectivités locales réajustent leurs prévisions scolaires. Des marchés temporaires s'organisent près des axes menant au chantier. Des ateliers de formation rapide se créent autour de compétences techniques simples: fabrication de briques, installation de panneaux solaires, entretien des réseaux d'eau. Les sceptiques qui craignaient un projet trop ambitieux constatent que l'onde de choc ne réside pas seulement dans les bâtiments qui s'élèvent, mais dans la recomposition progressive d'une société. Le chantier devient, sans proclamation, un espace où se rejoue la relation entre l'État et les citoyens. Cette séquence, marquée par un enchaînement d'actions brèves et de pics successifs, révèle un mécanisme inhabituel. La reconstruction n'est pas le résultat final, mais le moteur transformateur lui-même. L'examen quantitatif du projet révèle une dynamique souvent évoquée, mais rarement documentée avec précision. Les données disponibles, issues des rapports logistiques internes et de relevés d'ingénierie, permettent néanmoins de tracer une image cohérente
de l'ampleur atteinte. La première mesure concerne la cadence de construction. Près de 12 000 unités d'habitation figurent déjà dans la phase initiale validée par les équipes techniques. Cette valeur ne reflète pas uniquement une projection théorique. Elle renvoie à des structures dont les fondations, les murs porteurs ou les toitures sont effectivement en place. Cela signifie que la valorisation repose sur des éléments réellement érigés et déjà utilisables. La deuxième mesure met en évidence la capacité d'énergie autonome intégrée au dispositif. Plusieurs milliers de modules solaires ont été posés pour alimenter les réseaux de base, les ouvrages communautaires et les ateliers. La majorité de ces installations reposent sur un système de distribution ayant été calibré pour résister aux fluctuations climatiques du Sahel. Cela signifie que ces installations visent une alimentation stable dans un environnement contraignant. La troisième mesure touche au volet hydraulique, considéré comme stratégique dans cette région. Des dizaines de kilomètres de canalisation ont été enterrés afin d'assurer la circulation de l'eau potable et l'évacuation des eaux grises. Les équipes chargées de ce segment signalent que le tracé couvre désormais l'ensemble des secteurs où se dressent les unités d'habitation en cours d'achèvement. Cela signifie que la distribution vise une continuité fonctionnelle sans dépendance extérieure. Ces trois chiffres, bien qu'incomplets, éclairent la structure interne du projet. Ils montrent un assemblage méthodique dans lequel chaque segment, habitat, énergie, hydraulique, avance à un rythme parallèle plutôt que séquentiel. Cette approche permet une compatibilité technique rapide et évite les retards habituellement causés par la dépendance à des prestataires multiples. Les matériaux utilisés proviennent pour la plupart de circuits locaux. Les briques, par exemple, sont issues d'un procédé de compression de terre maîtrisé par des techniciens burkinabés, formés au fil de projets antérieurs de moindre échelle. Les charpentes reposent sur des modèles standardisés conçus pour simplifier la reproduction en série. Les infrastructures de voirie suivent un schéma modulaire, facilitant la création de dérivations ou de prolongements futurs sans réviser les tracés principaux. L'une des caractéristiques les plus notables tient à la répartition des tâches. Les équipes civiles participent désormais aux opérations de finition, notamment pour l'installation des systèmes d'aération, la pose de cloisons intérieures et l'organisation des espaces collectifs. De nombreux anciens déplacés ont été intégrés aux équipes de terrain après une formation courte centrée sur des compétences immédiatement mobilisables. Ce mode opératoire génère un second niveau de données, non chiffré mais significatif: la stabilisation progressive des flux humains. Les mouvements observés en direction de la zone en construction traduisent un effet d'attraction lié à la matérialité du chantier. Plusieurs familles ayant perdu leurs terres retrouvent un cadre compréhensible, structuré autour d'un habitat durable plutôt que d'un campement provisoire. La combinaison de ces éléments, volume physique, énergie autonome, réseaux hydrauliques, matériaux locaux et participation des populations, compose un ensemble où la logique d'ensemble prime sur la performance isolée. À mesure que les segments techniques s'agencent, la cohérence générale s'affirme. Le projet ne repose pas sur une exception logistique, mais sur une méthode reproductible qui pourrait, en théorie, être transposée ailleurs. Dans cette configuration, les chiffres ne servent pas à s'impressionner. Ils valident une stratégie. Ils montrent que la reconstruction peut devenir un processus intégré, continu et adapté aux capacités d'un État lorsqu'elle est organisée autour d'une vision stable et d'une mobilisation interne durable. Le débat autour du projet s'organise naturellement autour de deux positions qui, bien que contradictoires, méritent d'être examinées avec rigueur. La première soutient que l'initiative représente une rupture nécessaire face à une crise prolongée. Les partisans de cette thèse mettent en avant l'absence de solutions durables proposées auparavant, malgré les interventions répétées d'acteurs internationaux. Pour eux, bâtir une ville complète à partir de terres reconquises constitue un acte stratégique, permettant de restaurer la stabilité démographique et d'offrir aux déplacés internes un espace où la dignité n'est plus conditionnelle. Le fait que les futurs habitants deviennent eux-mêmes les constructeurs renforce, selon cette approche, la résilience de l'ensemble. La seconde position se montre plus prudente. Elle souligne que l'ampleur du projet pourrait dépasser les capacités logistiques et financières d'un État confronté à une insécurité persistante. Les critiques insistent sur le risque d'un élan initial difficile à maintenir
évoquant la possibilité d'un ralentissement après les premières phases de construction. Ils expriment aussi des doutes quant à la soutenabilité d'une opération menée sans appui extérieur, notamment en matière d'entretien futur des infrastructures. La réponse à ces objections se trouve toutefois dans des éléments déjà visibles sur le terrain. Les segments techniques, habitation, réseaux hydrauliques, production solaire, progressent simultanément plutôt que successivement, ce qui réduit les goulets d'étranglement habituels. La mobilisation d'unités d'ingénierie interne, combinée à l'usage massif de matériaux locaux, limite la dépendance à des chaînes d'approvisionnement vulnérables. Les familles déplacées, intégrées au processus via des formations courtes, contribuent directement à stabiliser la main-d'œuvre. Ces constats empiriques ne résolvent pas toutes les réserves, mais ils démontrent que le projet n'avance pas par impulsion, mais par méthode. L'absence d'annonce officielle au départ n'était pas un signe de fragilité. Elle visait à éviter les retards, les conditionnalités et les lenteurs administratives qui entravent souvent les projets classiques. Dans un contexte où chaque mois perdu accentuait la crise, la priorité consistait à produire des résultats tangibles avant d'entrer dans la phase de reconnaissance publique. Ainsi, une analyse renforcée révèle une réalité plus nuancée. L'ambition n'élimine pas les difficultés, mais l'organisation actuelle fournit des éléments solides pour comprendre pourquoi l'entreprise avance malgré elle. Un basculement silencieux apparaît. Ce moment charnière se manifeste non pas par un discours ou une inauguration, mais par une modification nette de la perception collective. Les anciens déplacés cessent d'être décrits comme une population à gérer et deviennent, dans les faits, les premiers citoyens d'un espace en gestation. Ce changement, presque imperceptible au départ, redéfinit le rapport entre l'État et ceux qui avaient tout perdu. La zone en construction acquiert une dynamique propre. Les écoles préfabriquées accueillent leur premier groupe d'enfants. Les cliniques modulaires reçoivent des femmes venues de plusieurs villages déplacés. Les ateliers d'apprentissage, montés en périphérie des chantiers, forment des cohortes de jeunes au maniement de machines simples. Rien n'a encore la forme définitive d'une ville achevée, mais l'ossature sociale se met en place. Dans ce contexte, le rôle d'Ibrahim Traoré s'éclaire autrement. Il ne s'agit pas seulement d'un commanditaire politique, il devient l'agent qui a déclenché un mouvement de réappropriation collective. L'absence de soutien extérieur, initialement vu comme un handicap, se transforme en catalyseur d'autonomie. À ce stade central du récit, il apparaît clairement que la construction ne produit pas seulement des murs, elle recompose un tissu humain longtemps fragmenté. Les effets concrets du projet se répartissent désormais en 4 ensembles distincts qui révèlent la profondeur de la transformation en cours. Ces groupes permettent d'observer comment une initiative pensée pour répondre à une urgence humanitaire devient un moteur d'évolution structurelle. À l'échelle du pays, l'impact le plus immédiat se lit dans la réduction progressive de la pression sur les centres urbains surchargés. Les grandes villes, autrefois saturées par des flux continus de déplacés internes, connaissent un rééquilibrage. Les administrations locales signalent une diminution des besoins d'hébergement d'urgence ainsi qu'une clarification des circuits d'aide. Le fait que la construction avance simultanément sur plusieurs segments, habitat, énergie, hydraulique, crée une perception de continuité institutionnelle qui renforce l'autorité de l'État. Dans ce contexte, l'action d'Ibrahim Traoré est souvent interprétée comme une volonté de restaurer l'efficacité publique là où elle avait faibli. Les institutions, en retrouvant un rôle articulé, regagnent une cohérence qui se répercute sur d'autres secteurs. Les chaînes de production locales bénéficient directement du chantier. Les briqueteries, ateliers de charpente, fabricants de modules solaires et fournisseurs d'agrégats tournent à un rythme qui dépasse leur cadence habituelle. Cette stimulation décentralisée n'engendre pas la dépendance aux importations. Elle renforce des filières déjà existantes. Les formations courtes proposées aux nouveaux ouvriers, souvent d'anciens déplacés, alimentent un vivier de compétences immédiatement exploitables dans d'autres projets structurants. Les marchés installés autour des axes menant à la zone en construction dynamisent les échanges régionaux et certains villages redécouvrent une activité commerciale qu'ils avaient perdue. Le chantier agit ainsi comme une matrice économique qui diffuse ses effets au-delà de son périmètre initial. Pour les personnes directement touchées par les déplacements, la transformation est plus profonde encore.
Les familles qui vivaient sous des abris de fortune trouvent un cadre stable. Les enfants, habitués aux espaces précaires, accèdent à des écoles modulaires proches de leur futur quartier. Les anciens agriculteurs, mineurs ou artisans, après quelques semaines de formation, redeviennent acteurs d'un processus productif. Cette reconquête des rôles sociaux contribue à restaurer une forme de continuité personnelle. Plusieurs témoignages recueillis dans les zones de chantier évoquent la fin d'un sentiment d'invisibilité prolongée. Là où la crise avait fragmenté les trajectoires, la reconstruction offre un fil directeur. Dans l'espace plus large du Sahel, l'initiative influence déjà les représentations stratégiques. Les États voisins observent l'expérience comme un exemple de reconstruction non dépendante des bailleurs internationaux. Certains acteurs institutionnels régionaux, sans l'annoncer publiquement, étudient les modalités de cette approche. Le fait qu'elle se développe sans ingérence extérieure confère au projet une dimension souveraine que plusieurs gouvernements considèrent avec intérêt prudent. La réussite partielle, déjà visible, alimente des discussions internes sur la faisabilité de modèles similaires dans des zones touchées par les migrations internes. La ville en construction devient, de facto, un laboratoire régional. Ainsi, les retombées se déploient sur plusieurs plans simultanément. Elle montre que la reconstruction, loin d'être un geste ponctuel, constitue un levier structurel capable de redessiner des dynamiques entières lorsqu'elle s'appuie sur une vision stable et une mobilisation interne durable. Sur les 6 à 12 prochains mois, l'évolution de la nouvelle ville pour les déplacés peut être lue à travers 3 trajectoires distinctes. Ces scénarios ne sont pas des prédictions rigides, mais des cadres de réflexion, appuyés sur les tendances déjà visibles dans cette partie du Burkina Faso. Dans le scénario de base, les travaux continuent au rythme actuel. Les unités d'ingénierie terminent progressivement les logements entamés, consolident les réseaux d'eau et étendent la capacité solaire. Des écoles modulaires deviennent des structures pérennes, tandis que les cliniques mobiles se fixent au cœur des quartiers. Quant aux familles déplacées, elles arrivent encore par vagues, mais l'organisation interne empêche la saturation soudaine. La ville en construction s'installe alors comme un pôle de stabilisation démographique, avec des conseils de quartier embryonnaires qui commencent à gérer les conflits quotidiens. Dans le scénario optimiste, une meilleure coordination institutionnelle renforce l'ensemble. Les autorités locales, les équipes techniques et les structures communautaires synchronisent leur calendrier. Autour de la ville, des ceintures agricoles se développent plus vite que prévu, offrant des revenus directs aux nouveaux habitants. Les programmes de formation s'élargissent à d'autres provinces et la méthode élaborée ici devient une référence nationale. Dans cette hypothèse, la ville ne représente plus uniquement un refuge. Elle devient un démonstrateur de souveraineté appliquée, cité par les médias comme un tournant dans les Burkina Faso News. Dans le scénario critique, plusieurs tensions se cumulent. Des incidents sécuritaires sur les axes logistiques ralentissent, s'estime, l'acheminement des matériaux, les finances publiques se resserrent, ce qui oblige à étaler certains chantiers dans le temps. La lassitude peut gagner une partie des ouvriers, surtout si les perspectives d'installation définitive tardent à se concrétiser. Malgré tout, les infrastructures déjà posées demeurent fonctionnelles et la population préfère rester plutôt que retourner au camp improvisé. Derrière ces 3 pistes demeure une même recommandation de pensée. Considérer la ville non comme une promesse achevée, mais comme un système vivant dont la résilience dépendra de la capacité à maintenir le lien entre habitat, travail, services essentiels et ancrage institutionnel. Pour les observateurs comme pour les décideurs, cette approche impose une vigilance méthodique. Chaque ajustement local devra être évalué selon son effet sur l'équilibre général, plutôt qu'uniquement à travers des indicateurs isolés. À mesure que la ville en gestation prend forme, les implications pour différentes catégories de la population deviennent plus tangibles. Elles révèlent comment un projet né d'une nécessité urgente peut toucher des groupes hétérogènes, chacun avec ses attentes, ses appréhensions et ses besoins immédiats. Pour les familles déplacées, le premier groupe concerné, la transformation est d'abord sensorielle. Les anciens habitants de campement voient apparaître des murs réels, des lignes d'eau fonctionnelles, des lampadaires alimentés par des panneaux solaires. Ce cadre modifie la manière dont ils se projettent dans l'avenir. Là où dominait l'incertitude, un espace stable offre un socle minimal pour réorganiser la vie quotidienne.
Les enfants, qui évoluaient dans des environnements précaires, entrent dans des salles de classe où le temps semble reprendre sa cohérence. Du côté des travailleurs locaux, l'impact se manifeste à travers un regain d'activité économique. Les artisans, les jeunes techniciens formés rapidement et les petits commerçants trouvent un champ d'opportunités inattendu. Ce groupe perçoit la ville non seulement comme un chantier, mais comme un marché émergent où se construisent des routines durables. Chaque nouvelle structure posée devient une source potentielle d'emploi ou de services. Pour les habitants des régions voisines, la réaction s'inscrit dans une logique d'observation prudente. Beaucoup y voient un signal que les initiatives internes peuvent produire des résultats concrets. Une partie d'entre eux se demande comment adapter certains principes du projet à leur propre localité. Organisation communautaire, circuits courts de matériaux, répartition des rôles techniques. Cette curiosité diffuse annonce une extension possible des méthodes déjà éprouvées. Ainsi, l'impact touche simultanément ces trois sphères, familles déplacées, travailleurs locaux et communautés régionales, et montre comment un espace en construction peut redéfinir des attentes longtemps figées. La consolidation de la nouvelle ville exige une méthode structurée. Elle repose sur une suite d'actions coordonnées, pensées pour maintenir l'élan créé par les premiers mois du projet. Chaque étape implique une responsabilité claire, un calendrier réaliste et un indicateur permettant de suivre la progression sans ambiguïté. La première étape consiste à stabiliser les infrastructures déjà construites. Les équipes d'ingénierie doivent vérifier les réseaux hydrauliques, les modules solaires et les fondations. Ce travail s'effectue au cours des 3 prochains mois. L'indicateur retenu est simple, le pourcentage de quartiers entièrement opérationnels selon les normes internes définies au lancement du chantier. La deuxième étape vise l'installation progressive des familles. Les autorités locales, soutenues par des comités communautaires, établissent des listes basées sur les besoins les plus urgents. Cette phase s'étend sur 4 à 6 mois. La mesure clé porte sur le nombre de ménages effectivement relogés et capables d'accéder aux services essentiels dans les 48 heures suivant leur arrivée. La troisième étape concerne l'organisation des services collectifs. Les enseignants, les agents de santé et les responsables administratifs reçoivent des affectations temporaires dans les nouveaux quartiers. La mise en place s'échelonne sur une période similaire. Le critère de suivi se base sur la continuité des services rendus. Taux de fréquentation scolaire, consultation médicale, résolution de conflits mineurs. La quatrième étape consolide la gouvernance locale. Les conseils de quartier, incluant représentants des jeunes et des femmes, commencent à gérer des tâches simples. Entretien, médiation, répartition des espaces. Cette phase démarre dès la fin des relogements. L'indicateur principal s'appuie sur la capacité du conseil à traiter des dossiers sans intervention directe de l'administration centrale. À travers ces étapes, la vision impulsée par Ibrahim Traoré gagne en cohérence, transformer un chantier en ville viable grâce à une progression mesurée et à une implication collective continue. Le souvenir du premier ingénieur-chef, penché sur ses instruments de mesure au milieu d'un terrain encore instable, revient comme un fil silencieux dans la compréhension de cette ville en devenir. À l'époque, rien n'indiquait que ces gestes précis, presque routiniers, deviendraient l'origine d'un mouvement collectif capable de modifier le destin de milliers de personnes. Ce repère, modeste mais constant, rappelle que la reconstruction commence souvent par une action simple, exécutée au bon moment. Les familles qui s'apprêtent à rejoindre leur nouveau quartier n'ont pas connu les calculs techniques des premières semaines. Elles verront les rues, les toits et les réseaux, mais rarement la somme de décisions discrètes qui ont rendu cela possible. Pourtant, ces premiers gestes continuent d'habiter l'ensemble du projet. Ils constituent la mémoire technique d'une ville née d'une nécessité vitale. Dans cette trajectoire, la place d'Ibrahim Traoré apparaît comme celle d'un catalyseur qui a su transformer une crise profonde en cadre de recomposition. Son rôle ne se résume pas à une vision politique. Il s'inscrit dans la capacité à laisser chaque étape trouver son sens opérationnel. Ainsi, le motif initial, la précision d'un instrument posé sur un sol redevenu fertile, devient le symbole d'un pays retrouvant un axe intérieur. Une ville renaît quand ses fondations rallument la mémoire collective. Dans cette dernière étape du récit, la ville en construction n'apparaît plus seulement comme une réponse à une crise prolongée, mais comme un espace où se recompose une manière de vivre ensemble.
Les habitants qui s'y installeront porteront chacun une part de cette transformation, qu'ils aient participé aux travaux, repris un service collectif ou simplement préparé leur arrivée. Leur présence donnera à ces quartiers une cohérence que les plans initiaux ne pouvaient qu'esquisser. Les observateurs extérieurs, qu'ils soient chercheurs, membres de la diaspora ou citoyens des régions voisines, disposent désormais d'un exemple concret qui interroge les modèles habituels de reconstruction. La ville suggère qu'un projet peut émerger sans dépendre de structures étrangères, tout en s'appuyant sur une mobilisation interne solide. Ce qui se joue ici dépasse le cadre d'un chantier. Il s'agit d'une invitation à réfléchir à la manière dont des communautés entières peuvent se réorganiser lorsque les conditions sont réunies. Chacun peut contribuer à cette réflexion collective en partageant le récit, en questionnant ses implications ou en s'en inspirant pour analyser d'autres initiatives africaines.